Il pensait qu'il pouvait l'humilier comme les autres, le rabaisser en classe, le faire taire, le faire échouer. Ce qu'il ignorait, c'est que le jeune homme noir qu'il ciblait n'était pas juste un étudiant ordinaire, mais le fils du président de l'université. Ouais, vous voyez venir la suite. C'était le premier jour du semestre, le genre de matin où les étudiants s'installant à la va-vite, les sacs qui tombent, les claviers qui crépitent, les bavardages à voix basse, jusqu'à ce que le silence se fasse brusquement quand entre le professeur Arthur Delmas, lunettes, cerclées, air suffisant et cette aura de mépris qui le précède partout, cours de sciences politiques, avancé, l'un des plus redoutés du campus. Et pour cause, Delmas était réputé pour sa dureté, sa prétention et surtout son favoritisme toxique déguisé en exigence académique. Parmi les étudiants assis ce jour-là se trouvait Malik Théodore, 21 ans, étudiant en 3e année, curieux, discipliné, passionné par les institutions politiques. Contrairement à d'autres qui suivaient ce cours par obligation, Malik l'avait choisi parce qu'il voulait comprendre, vraiment comprendre, les mécanismes de pouvoir. Mais ce que personne ne savait, c'est que Malik n'était pas n'importe qui. Il était le fils du docteur Lionel Théodore, président respecté de l'université Saint-Raphaël. Sauf que Malik n'en avait jamais parlé. Il refusait d'utiliser son nom pour obtenir des avantages. Il croyait en ses propres capacités, en la méritocratie, naïvement peut-être, mais sincèrement. Et voilà où ça devient moche. Delmas l'a repéré dès le premier regard. Peut-être que c'était sa posture droite, son calme, peut-être que c'était juste sa peau noire, assis là, au milieu d'un cours, qu'il ne jugeait pas fait pour lui. Ouais, probablement ça. Parce que Delmas avait cette réputation, celle qu'on murmure mais qu'on ne prouve jamais. Celle d'un prof qui challenge davantage les étudiants racisés. En d'autres mots, qui les rabaisse. Premier devoir. Malik y passe des heures, recherche, citation, structure impeccable. Il rend un essai brillant sur les mouvements politiques du XXe siècle. Le genre de travail qui mérite un A, résultat, un F, un énorme F rouge qui vous colle à l'estomac. Pas de remarques utiles, pas de pistes pour s'améliorer, juste des commentaires flous, superficiels, manque de profondeur critique, analyse faible. Et Malik, il reste là stupéfait, les mains tremblantes. Ce n'était pas qu'une note, c'était un message. Et il l'a entendu très clairement. Mais il ne s'est pas énervé, pas encore. À la fin du cours, il est allé voir Delmas. Calme, poli. « Professeur, je voulais discuter de mes résultats. J'aimerais comprendre ce qui n'allait pas dans mon travail. » Delmas lève les yeux, à peine curieux. « Ah, monsieur Théodore, je me demandais quand vous viendriez pleurnicher. » Malik serre la mâchoire. « Je ne pleurniche pas, je cherche à m'améliorer. » Et là, Delmas, sans même cacher son mépris, « Écoutez, certains étudiants sont naturellement doués pour l'analyse. D'autres ferait-il mieux de réfléchir à une autre voie. » C'était à peine voilé. Et pourtant, Malik, digne, répond « Je retravaillerai pour faire mieux. » Delmas ricane « Je doute que vous puissiez. » Mais ce que Delmas ne savait pas, c'est que Malik avait déjà décidé de ne pas subir. Il n'allait pas se taire, pas cette fois. Les semaines suivantes, les attaques montent d'un cran. En plein débat sur le rôle de la Cour constitutionnelle, Malik lève la main. Il commence à expliquer que la Cour n'a jamais été apolitique, qu'elle reflète l'état idéologique de son époque. Delmas l'interrompt brutalement. « Monsieur Théodore, c'est mignon de croire que vous avez découvert quelque chose. Mais ici, ce n'est pas un club de débat pour débutants. » La salle devient glaciale. Certains étudiants détournent les yeux. Quelques-uns échangent des regards mal à l'aise. Mais personne ne parle, sauf David, étudiant blanc, discret, assis au fond. Après le cours, il rattrape Malik dans le couloir. « Je l'ai enregistré. Depuis le premier incident. Ce qu'il fait est dégueulasse. » Et là, twist inattendu. Rachel, ancienne étudiante de Delmas, aujourd'hui assistante, s'approche. « Il m'a fait la même chose, et à d'autres aussi. Toujours les étudiants noirs. On a porté plainte, mais tout a été classé sans suite. » Malik inspire profondément. C'est plus grand que lui. C'est un système. Alors il agit. Avec David, il compile les enregistrements. Rachel récupère d'anciens témoignages, d'autres se manifestent. Une étudiante raconte avoir reçu un C quand sa camarade blanche, pour le même devoir, avait un A. Un autre dit qu'on lui a conseillé de ne pas viser l'école de droit. « Pas fait pour toi », disait Delmas. Dossier monté, preuves rassemblées, non floutées, tout bien structuré. Et il l'envoie directement au bureau du président de l'université. Et c'est là que tout bascule. Quand le docteur Lionel Théodore lit le nom Malik Théodore dans la plainte, il comprend que ce n'est pas un simple cas de discrimination. C'est personnel. C'est son fils.
Mais au lieu de réagir en père, il agit en leader. Il convoque une commission disciplinaire. Delmas entre, l'air confiant. Il pense encore que tout ça, c'est une formalité. Il ne voit pas le piège, jusqu'à ce qu'il voit qui préside la réunion. Le président de l'université. Froid, silencieux, dos droit. Et il ne sourit pas. Delmas tente de sauver la face. Je note selon des critères non stricts. Vous savez, taisez-vous, répond calmement le président, et là il sort un dossier. Épais, trop épais. Plainte classée, témoignages, capture d'écran, audio, vidéo. Ce n'est pas une question de notes. C'est une question d'abus de pouvoir systémique et de racisme institutionnel. Delmas blêmit. Il cherche ses mots. Mais le président l'interrompt encore. Et au passage, ce jeune homme que vous avez humilié, c'est mon fils. Silence. Absolu. Et là, Lionel Théodore le regarde droit dans les yeux. Votre statut de professeur titulaire ne vous protège pas. Pas ici. Vous êtes licencié, à effet immédiat. Delmas essaie de protester. Vous ne pouvez pas? Votre contrat le permet, en cas de violation des règles éthiques. Et vous les avez violées, encore et voilà, fin de carrière. Le lendemain matin, l'université explose de réactions. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les étudiants applaudissent. Les anciens se libèrent. Il m'a humilié devant tout le monde juste parce que j'ai osé poser une question. Il disait que je devrais viser plus bas parce que le monde réel ne fait pas de cadeaux. Et Malik, il reste silencieux. Pas de publication, pas de triomphe. Mais à l'assemblée générale suivante, il prend la parole devant des centaines de personnes et dit « On dit souvent que le racisme n'existe plus dans l'enseignement supérieur, mais nous, on sait que c'est faux. Certains d'entre nous le vivent encore. Et aujourd'hui, on dit « Stop, silence, respect ». Poids des mots, il continue, ce n'était pas une vengeance, c'était une action pour que plus jamais un étudiant ne soit jugé sur sa couleur de peau au lieu de ses compétences. Il propose la création d'un comité indépendant d'éthique académique. Le conseil vote, à l'unanimité. Delmas, rayé. Plus aucune université ne veut de lui. Ses anciens élèves laissent des avis, des témoignages, sa réputation anéantie. Et Malik, il sort de la scène la tête haute, pas comme le fils d'eux, pas comme une victime, mais comme un symbole de justice. Mais maintenant, la vraie question, et si Malik n'avait pas été le fils du président? Est-ce que l'université aurait agi? Est-ce que quelqu'un aurait écouté? Et vous en pensez quoi? Partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce que la justice dépend toujours du pouvoir? Est-ce qu'on aurait tous eu droit à cette issue? Faites entendre votre voix. Parce que tant qu'on se tait, rien ne change.